Notre invité est le journaliste togolais Luc Abaki. Avec lui, nous allons parler du Mali, libération de 3 des 49 militaires ivoiriens détenus dans le pays. Luc Abaki, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, je vais très bien, j'espère que vous aussi. Je vais bien également. Ce samedi 3 septembre 2022, 3 soldats du groupe des 49 militaires ivoiriens ont recouvré officiellement leur liberté. Les 10 soldats, ce sont des femmes, Awa Bakayoko, Bledou Kanya Adel et Bamba Sita. Elles ont été libérées à titre humanitaire selon la source diplomatique et remise aux autorités ivoiriennes. Louis Kabaki, finalement, l'étau est en train de se desserrer. Alors, merci beaucoup. Oui, on va dire que l'étau se dessert et je crois que c'est le vœu de tout le monde en fait, parce que le principe de la prison n'est pas souhaitable en fait dans une gouvernance d'État. Et donc, lorsque les citoyens sont mis en prison dans des conditions comme celles-là que nous connaissons, il est toujours souhaitable que les dirigeants puissent se montrer suffisamment grands d'esprit et qu'ils engagent la procédure qu'il faut afin que voilà, des gens qui sont là pour servir la cause d'une nation ne puissent pas se retrouver véritablement en prison, privés vraiment de leur liberté. Mais j'aimerais quand même faire une observation. Vous avez vu que pour que cette situation puisse se dénouer, ne serait-ce que de façon partielle, il a fallu 3 acteurs, c'est-à-dire les 2 protagonistes, notamment la Côte d'Ivoire et le Mali, et ensuite le Togo qui fait la médiation. Ça veut dire qu'en réalité, le problème ne concerne que les 2 là, et non la MINUSMA ou l'ONU ou quoi que ce soit. Donc, à travers la déclaration qui a été faite par le ministre, directeur de cabinet du président de la République ivoirienne, notamment M. Fidel Sarasoro, où il déplore que les manquements et les incompréhensions ou les malentendus aient été à l'origine donc de cette situation regrettable, et à la suite de cela, qu'il prenne des engagements au nom de son pays pour respecter désormais la procédure édictée donc par aussi bien les Nations Unies que le Mali en matière de déploiement des forces militaires au Mali, et s'engage également à, dans le contexte donc de la recherche de la paix, etc., à entretenir des relations de bon voisinage avec le Mali, à échanger véritablement sur des sujets d'intérêt commun, de manière qui ne soit pas une source à partir de laquelle le Mali se sentirait menacé ou déstabilisé. Cela veut dire clairement qu'il y a un repositionnement, ou du moins un changement de l'état d'esprit des dirigeants maliens et ivoiriens. Tout simplement parce que si cet état d'esprit-là avait eu lieu au moment de l'arrestation de ces 49 militaires ivoiriens le 10 juillet à l'aéroport de Bamako, sûrement qu'on ne serait pas à ce niveau où ils ont dû être détenus pendant pratiquement 2 mois. Donc, à partir de cet instant-là, nous, en tant qu'observateurs et leaders d'opinion, nous ne pouvons que saluer cette démarche-là, cette nouvelle disposition, surtout souhaiter qu'elle soit sincère, de sorte que ces militaires-là qui se retrouvent au piège, pris dans cet étau-là, puissent être libérés. Et au même moment, faire en sorte à dire à tous ces dirigeants-là qu'il faut véritablement que les États commencent à se respecter, à appliquer les lois qui régissent leur fonctionnement, leur gouvernance, etc. C'est parce qu'il y a eu des violations, des dispositions, des règles que nous nous sommes retrouvés dans cette situation déplorable qui a focalisé les énergies de tant de personnes pendant plus de 2 mois. À partir de l'instant où les États maliens a fait preuve de bonne disposition, d'ouverture, en posant cet acte humanitaire de libération des 3 militaires, on peut considérer que le reste pourra être fait. Mais à cette condition que l'engagement qui est pris par la Côte d'Ivoire soit suivi des faits. De sorte que le Mali n'ait pas le sentiment net que le président ivoirien est dans cette posture de déstabiliser, ne serait-ce que politiquement, le régime d'Assimi Goïta. Alors, vous avez parlé du ministre Fidel Sarasoro. Il parle de manquements et d'incompréhension. Alors, selon vous, ces manquements se trouvent
au niveau de la Côte d'Ivoire, selon votre développement? Mais puisque ce n'est même pas selon mon développement, mais c'est selon la déclaration. Puisque quand vous suivez le ministre togolais des Affaires étrangères, il dit que le président Assimi Goïta a accepté, conformément à l'esprit de la déclaration de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le pas devait être fait par la Côte d'Ivoire, qui se doit de reconnaître avoir failli aux procédures, en tout cas aux dispositions, etc., et envoyer un contingent militaire armé dans des conditions pratiquement hasardeuses. Et mieux encore, c'est que les dirigeants ivoiriens n'ont pas eu la présence d'esprit ou n'ont pas voulu au départ composer sincèrement avec le Mali, parce que vous savez que avant que les dirigeants maliens n'en viennent à conclure que les 49 militaires ivoiriens étaient des mercenaires, ils ont pris soin de faire la démarche vers les autorités ivoiriennes, à qui ils ont clairement demandé l'origine, les conditions, etc. Ils ont décliné. En tout cas, selon la déclaration qui a été faite par le ministre porte-parole du Mali, le 11 juillet, l'actuel premier ministre par intérim, voilà. Il a été clair qu'ils ont fait la démarche vers les autorités ivoiriennes. Ça veut dire que si les autorités ivoiriennes, à cet instant-là, avaient pris la mesure de la chose, pris des dispositions, tenu un langage sincère pour reconnaître que, ah oui, on a fait une erreur, ou même à la limite une faute, et que, bon, ben écoutez, ils prennent des engagements pour reconnaître justement les militaires qui sont arrivés au Mali, bien sûr qu'on ne serait pas là. Parce qu'ils n'ont pas composé, parce qu'ils n'ont pas dit, ils n'ont pas assumé cette responsabilité à l'instant T, que, mais écoutez, les Maliens étaient dans leur bon droit de se dire, ah mais écoutez, ces gens-là ont voulu usurper l'identité de l'armée ivoirienne pour venir nous déstabiliser. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire reconnaît que ce sont ces militaires et que elle les a envoyés dans des conditions malheureusement hasardeuses, sans prendre des précautions idoines qui permettent justement le déploiement des militaires, forces militaires dans le cadre de la MINUSMA. À partir de cet instant-là, on comprend qu'ils ont compris qu'il fallait vraiment faire cette démarche-là dès le départ. Alors, est-ce que selon vous, c'est une décision de justice ou une décision politique? Alors oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux certains activistes qui entretenaient une forme d'amalgame, de confusion sur la procédure qui a permis la libération de ces 49 militaires. En fait, le sujet est un sujet d'État. C'est une question d'État. Quand on parle d'une tentative de déstabilisation de mercenaires ou des gens qui sont venus armés dans le but funeste précisément d'attaquer un régime au pouvoir, il s'agit d'une raison d'État. Voilà pourquoi l'État malien a d'abord fait une démarche politique vis-à-vis donc du pays originaire de ces 49 militaires. C'est parce qu'il n'y a pas eu une composition claire et franche et responsable que le dossier a été déversé auprès de la justice. Voyez-vous? Et donc, maintenant que l'action politique continue, et il y a eu des discussions sous la médiation du pouvoir de Lomé, et on en vient à une conclusion que, bon ben, il faut vraiment desserrer l'étau. Donc, les dirigeants maliens instruisent alors le parquet. Parce qu'il faut reconnaître que la justice a deux volets ou deux acteurs principaux. Il y a des juges du parquet qui dépendent donc du ministère public, qui dépendent directement du ministère de la Justice et donc qui sont susceptibles de recevoir des instructions de l'État ou en tout cas de l'exécutif, et des juges du siège qui sont des juges d'instruction qui sont supposés être autonomes et ne recevant d'autorité ou d'instruction que de la part de la loi elle seule. Il se trouve que le dossier des 49 militaires était entre les mains du parquet. Parce que vous verrez que c'est le procureur de la République chargé voilà, des dossiers de criminalité et tout ça, qui sort le communiqué, qui avait d'ailleurs pris le mandat de dépôt contre ces 49 militaires. Ça veut dire que, précisément, il y a eu une décision politique, mais de façon technique et pratique, il faut une décision juridique qui permet justement de donner corps au choix politique qui a été fait par les autorités politiques. Voyez-vous? Donc, en vérité, c'est une décision politique, mais qui a reçu une couverture juridique, de manière que, parce que le procureur dit clairement dans son communiqué
que les militaires là ont eu à faire une demande de mise en liberté provisoire depuis le 31 août et qu'il y a eu une main levée à la suite de l'étude justement de leur dossier. C'est comme ça que ça se fait de façon pratique. Parce qu'il ne s'agit pas des gibiers qui ont été mis en enclos et où lorsque l'homme politique dit bon mais on va les libérer, on va juste ouvrir la cellule pour les faire sortir. Il faut une décision juridique qui permet de couvrir précisément la décision politique. On va peut-être ouvrir l'angle de la médiation du Togo. Le ministre Robert Doucet a salué le geste humanitaire du président malien Assimi Goïta. Il a également félicité le président Alassane Ouattara pour ses efforts pour la paix dans la sous-région. Comment vous analysez d'abord cette sortie du ministre Robert Doucet? Le ministre Robert Doucet est dans son rôle de diplomate et en même temps de médiateur. Qu'il remercie le geste humanitaire du président Assimi Goïta, c'est normal, c'est logique. Parce que, et surtout qu'il précise bien que c'est un geste humanitaire, ça veut dire tout simplement que le président malien a fait preuve de hauteur d'esprit, d'élévation, d'humanisme, de générosité. Et en décidant précisément de faire sortir au moins 3 soldats qui font donc partie de ce contingent-là. Et donc, il mérite précisément qu'on puisse le remercier. Qu'il salue également la disponibilité du président ivoirien à composer, à dialoguer, c'est de bonne guerre. Mais en réalité, tout le monde sait que la dividende de cette action et de médiation retombe précisément sur la Côte d'Ivoire, qui a tout intérêt à ce que ces militaires soient libérés, qui a tout intérêt à ce qu'on oublie ce dossier-là où il a pris le risque d'envoyer un contingent armé sans prendre des précautions, sans prendre des dispositions, sans respecter aucune règle qui permette justement le déploiement de ces gens de militaires dans le cadre de la MINUSMA. Donc, je pense que l'État du Togo fait preuve quand même de diplomatie, d'élégance, de manière à ne pas heurter la sensibilité donc des 2 protagonistes et à les conduire très gentiment vers un dénouement heureux précisément de ce dossier. Justement, parlant de ce dénouement heureux, ça continue les négociations entre la Côte d'Ivoire et le Mali, sous l'égide, si on peut le dire, du président togolais, Faure Gnassingbé. Vous pensez, Luc Abaki, que dans les prochains jours, le reste des militaires, les 46, seront libérés? Tout dépendra du niveau de bonne foi des 2 protagonistes. Et je crois que l'enjeu qui est là, ici, c'est la question de la survie même du régime malien. C'est la question de la souveraineté, du respect des règles qui doivent régir le fonctionnement des États, en tout cas les relations interétatiques, voyez-vous. Donc, dès lors que ces règles-là ont été heurtées par un acte de cette nature-là, j'ai cru comprendre que l'État malien, pour se rassurer de la bonne foi, de l'engagement, de la sincérité de son voisin, a eu à poser un certain nombre de conditions, notamment le fait que finalement la Côte d'Ivoire s'engage à œuvrer pour préserver les relations cordiales entre les 2 pays, mais surtout à ne pas servir d'arrière-plan, de cours en arrière-plan qui servent des coups qu'on fomente contre le président, en tout cas le régime du Mali. Pourquoi la Côte d'Ivoire ou le Mali demande tout cela? C'est précisément parce que par le passé, le président ivoirien s'est mis dans cette disposition de celui du principal profondeur du régime d'Assimi Goïta. C'est lui qui a été au-devant de tout en ce qui concerne les sanctions que ce pouvoir a eu à avoir et le mépris vis-à-vis des décisions souveraines qui ont été prises par le régime d'Assimi Goïta, qui avait eu à envoyer une délégation, vous le savez, en Côte d'Ivoire pour présenter les conclusions des assises nationales de la refondation qui constituait le principal baromètre devant régir le mécanisme de gouvernance du régime d'Assimi. Mais à l'occasion, le président Ouattara avait considéré que c'était une plaisanterie, c'était une blague et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y avait une forme de condescendance de la part du président ivoirien vis-à-vis du régime ivoirien et puis du régime malien. Et au-delà de cela, il y a eu des actions qui montrent clairement que le président Ouattara a une aversion notable et indiscutable contre
le régime d'Assimi Goïta. Donc, il faut maintenant revoir les paradigmes. Et je crois que cette question des 49 militaires a été une belle occasion pour le Mali de saisir l'opportunité pour pousser le président ivoirien à la raison et à les respecter en tant qu'État souverain ayant à sa tête des dirigeants dignes de ce nom. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de raison, cela faisait partie également des conditions posées par Bamako. Par exemple, on parlait de ces politiques maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Alors, Luc Abaki, est-ce que vous pensez que ces questions sont toujours abordées? On avait parlé également du regret public de la Côte d'Ivoire. On peut considérer que ces engagements qui sont pris par les autorités ivoiriennes sont ces regrets, mais pour ces opposants maliens plutôt qui sont en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on en discute toujours? C'est vrai que de façon formelle, le Mali n'a pas dit dans les détails avec précision qu'il cherchait un échange entre les 49 militaires ivoiriens et les opposants politiques qui sont donc qui se sont réfugiés dans le pays voisin. Mais les interprétations ont permis de comprendre que oui, puisqu'il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés par le bar Bamako à l'encontre de certains de ces leaders politiques là qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Donc un État républicain qui respecte la justice ou les décisions de justice se doit de se plier vis-à-vis par rapport donc à ces genres de mesures là. Mais on peut comprendre qu'il s'agit là des dossiers, c'est vrai, politiques, mais qui ont une couverture juridique et judiciaire. Il va falloir enclencher des procédures qui peuvent éventuellement permettre l'extradition de ces personnes-là si il est avéré que les reproches qui leur sont faits, les griefs qui sont portés contre leurs personnes au Mali sont fondés et qui doivent pouvoir répondre donc de leurs actes. Mais qu'à cela ne tienne, à partir de l'instant où la Côte d'Ivoire se dispose de façon publique à collaborer, à échanger et à continuer les discussions avec le Mali pour préserver les dossiers d'intérêt commun et faire en sorte à ne pas servir de source de déstabilisation du Mali, ça veut dire que les discussions vont continuer et toutes ces exigences-là trouveront probablement des réponses qui vont permettre la libération effective des 49 militaires détenus actuellement au Mali. Alors, la Côte d'Ivoire s'engage aussi à respecter les nouvelles procédures des Nations Unies. C'est fort également. Oui, mais c'est intéressant de constater parce que là, dès l'instant où la Côte d'Ivoire prend cet engagement aujourd'hui, c'est parce qu'elle reconnaît qu'elle a failli, qu'elle n'a pas respecté, qu'elle ne s'était pas disposée à comprendre qu'elle envoyait des gens dans un État souverain régi par des lois et des règles. Et dans le cadre d'une mission internationale qui, elle aussi, est régie par des principes qui sont clairs. Donc, cet engagement-là est un aveu du manquement qui a eu lieu au départ et qui a malheureusement conduit à la confiscation de la liberté donc des 9 militaires. Notre souhait, c'est que ce ne soit pas simplement un langage verbal. Et justement parce que vous vivez une situation extrêmement difficile, l'étau s'est resserré sur le pouvoir de la Côte d'Ivoire et il n'a pas d'autre choix que de parler ou de prendre des engagements en vue de la libération de ces militaires-là. Parce qu'en réalité, au départ, l'argumentation qui avait été servie par la Côte d'Ivoire, c'était que elle a envoyé ces militaires dans le cadre de l'aménagement au titre des NSE pour justement sécuriser une base militaire allemande. Mais les recoupements ont permis de savoir qu'en fait, ces militaires-là n'avaient pas d'identité au sein de l'aménagement. Et donc, cette question de NSE n'était plus d'actualité. Et donc, tout l'argumentaire qui avait été construit par l'État de la Côte d'Ivoire pour se défendre dans ce dossier a été déconstruit point par point, aussi bien par les Nations Unies que par l'État malien. Et donc, dans ces conditions-là, ça veut dire que l'État ivoirien étant dénudé ne peut que reconnaître donc ces manquements et donc prendre ces engagements-là. Et je crois que vraiment, les deux parties doivent faire preuve de responsabilité pour commencer maintenant à asseoir les bases très saines de collaboration entre États. Parce qu'aucun pays
n'a intérêt à entretenir des relations conflictuelles avec son voisin, surtout qu'on a des économies tout à fait fragiles, des pays très 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 vulnérables à beaucoup d'autres choses. Il n'y a que l'union, il n'y a que l'unité, il n'y a que la vision de ces dirigeants-là qui puissent permettre la mutualisation des énergies, qui vont alors permettre que nos pays puissent évoluer. Donc ces petits problèmes circonstanciels ne doivent pas être pérennisés. Il faut que nos dirigeants se montrent véritablement leaders et qui respectent leurs engagements, en tout cas les lois et les règlements qui régissent le fonctionnement des relations interétatiques. Vous avez parlé de petits problèmes circonstanciels. On parle également, selon le ministre Fidel Sarasoro, de manquement, d'incompréhension. Lucas Baki, est-ce que le bouchon aussi n'était pas poussé trop loin par les autorités du Mali, parce que vous l'aviez dit tout à l'heure dans votre développement, parce que le président Alassane Ouattara était devant les sanctions contre le Mali? Non, pas forcément. En parlant de mercenaires, oui, bien sûr. Non. Pourquoi on parle de mercenaires? C'est parce que ces gars n'avaient pas d'identité, ils n'avaient pas de couverture. Et parce que l'État qui est supposé les avoir envoyés ne les reconnaissait pas. Dès le départ, dès le 10 juillet, l'État ivoirien n'a pas reconnu avoir envoyé des 49 militaires là au Mali. Donc ça veut dire que c'est des gens qui se sont armés et qui ont voulu utiliser la coupole des Nations Unies pour venir dans le but d'œuvrer pour la déstabilisation du régime malien. C'est pour cela qu'on les qualifie de mercenaires, c'est-à-dire des gens armés qui se retrouvent dans un État sans autorisation, sans avoir respecté les conditions. À partir de l'instant où ils ont des armes sophistiquées qui ne sont même pas appliquées par l'aménagement au Mali, ça veut dire qu'en réalité, ils ont voulu tout simplement tromper la vigilance des dirigeants aéroportières maliens pour pouvoir se dissimuler sur le territoire malien et donc engager des hostilités. Parce que vous avez vu que dans la foulée, il y a eu une série d'attaques jusqu'à Kati, c'est le camp de Kati. Ouais. Et donc, vous voyez, donc tout ça devrait amener les dirigeants maliens à être précautionneux, à être regardants, surtout qu'il s'agit des gens armés et dont on ne connaît pas finalement la cause de leur débarquement au Mali. Donc c'est pour cela que je dis que la Côte d'Ivoire a très bien fait finalement, après avoir malheureusement été dénudée de cette manière-là, de reconnaître qu'elle a eu à manquer de précaution, de rigueur, de professionnalisme dans l'envoi de ces militaires-là. Ça veut dire que ça a toujours été le cas, mais c'est cette fois-ci, puisque l'État ivoirien lui dit que c'est le 8e contingent qui était justement débarqué dans les mêmes conditions au Mali. Mais aujourd'hui que les dirigeants maliens se montrent plus regardants à cause de toutes les menaces qu'ils sont en train de subir, ça permet justement de défaire tous ces nœuds-là et tous ces manquements, toutes les carences qui caractérisaient justement l'envoi des militaires de façon hasardeuse au Mali. Donc, ils n'ont pas exagéré en les qualifiant de mercenaires. Ils n'ont pas exagéré non plus en les détenant, puisque l'État ivoirien, après qu'un certain nombre d'éléments aient été mis à la place publique, n'a pas compris qu'il fallait obtempérer et qu'il fallait tenir un langage conciliateur, en tout cas un langage qui permet aux dirigeants maliens de comprendre que, écoutez, ils reconnaissent leur tort. Le président Ouattara, le 6 août, la veille de la fête de l'indépendance, a encore parlé d'une détention injuste. Et donc, dans ces conditions-là, bien sûr, l'État malien n'avait pas d'autre choix que de les garder tranquillement et de voir comment la Côte d'Ivoire va se tenir. C'est ça, c'est le même. Alors, Lucas Baki, on parle plus de la médiation togolaise. Récemment, on a entendu parler également d'une médiation des dignitaires musulmans. Vous avez eu écho? Oui, bien sûr. Je sais qu'il y a eu des dignitaires musulmans qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour se retrouver au Mali, pour se faire recevoir par les autorités maliennes et tout ça. Mais tout cela ne peut pas donner un résultat probant sans l'engagement de l'acteur principal, qui est donc le président du pays voisin duquel sont venus les 49 militaires. C'est une question de responsabilité. Et c'est pour ça que je dis que par la seule parole, par une simple disposition qui rassure autrui, mais le problème là aurait été résolu depuis. Et donc, si
on peut mobiliser même les Nations Unies. On peut mobiliser tous les États du monde pour aller négocier avec le Mali. Si le principal concerné, c'est-à-dire l'État, le régime, le pouvoir de Ouattara, ne prend pas un engagement ferme pour démanteler le problème, il va rester entier. Voilà pourquoi lorsque la Côte d'Ivoire a essayé un langage de reconnaissance de ses propres manquements, immédiatement l'État malien a fait un geste de bonne foi, de bonne disposition pour que la discussion puisse se poursuivre de manière qui est des garde-fous inébranlables, infranchissables en ce qui concerne la collaboration entre la Côte d'Ivoire et son voisin du Mali. Alors, pour chuter, Luc Abaki, c'est la médiation togolaise qui a plus joué. Officiellement, c'est ce qu'on voit, la médiation des dignitaires ou bien l'engagement de la Côte d'Ivoire. Ce qui est certain, on est obligé de ne parler que de ce que nous avons vu. Il a fallu que la Côte d'Ivoire, le Mali et le Togo se mettent ensemble pour sortir une nouvelle qui enchante tout le monde. Donc ça veut dire que dès l'instant où les Maliens ont accepté officiellement la médiation du Togo, c'est qu'ils ont investi une confiance entière en celui-ci. Et Dieu merci, la Côte d'Ivoire, elle aussi, a fini par composer, après avoir été quand même arrogante au départ. Rappelez-vous, le 28 juillet, il y a eu un premier round ici au Togo qui a été soldé par un échec cuisant parce que les deux positions étaient tranchées. Et vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire seule qui a été... Mais les deux positions, de toute façon, celui qui doit pouvoir reconnaître, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le Mali. Le Mali a tout dit, a affiché toutes les informations et donc détient. Et il veut avoir la suite. Donc, aujourd'hui, c'est encore la Côte d'Ivoire qui a fait... Vous avez vu le protocole. Il a fallu que d'abord le ministre directeur de cabinet du président Ouattara prenne la parole et fasse une déclaration dans laquelle il prend des engagements fermes. Il reconnaît d'abord les manquements et les malentendus. Ensuite, il prend des engagements relatifs au respect des règles qui permettent le déploiement des militaires. Ça veut dire que le problème résidait là-bas, en fait. Le problème, c'était qu'il n'y a pas eu ce respect-là, voyez-vous. Donc, dans tous les cas, je crois que le Togo a fait preuve quand même d'efficacité en conciliant les positions, en réussissant ce pari de les amener à Lomé pour avoir cette déclaration qui a permis que l'étau commence à se desserrer. Notre espoir ne peut être que les deux parties-là fassent preuve de hauteur et comprennent que le principe de la prison ne peut arranger personne et que les conflits entre États ne peuvent non plus arranger la cause de leur peuple. Il va falloir qu'ils fassent preuve de sérieux, de rigueur pour sauver la paix dans cette sous-région-là dont nous avons véritablement besoin. Merci beaucoup à vous, Luc Abaki. Mali, libération de 3 des 49 militaires détenus donc dans le pays. C'est toujours un plaisir, Luc Abaki, de vous avoir sur ce plateau. Infini merci à vous. Le plaisir est partagé. Je vous remercie pour ces invitations-là. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard croisé.